Le magazine Tout Éco vous est présenté par l'école Audencia Nantes. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de Tout Éco, le grand magazine économique de Télé-Nantes en partenariat avec Audencia, l'école de management qui nous accueille dans ses locaux, dans sa cafétéria, un lieu d'échange. Et ça tombe bien puisque nous sommes là pour ça avec Tout Éco, échanger, discuter, argumenter, analyser les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Ce mois-ci, de quoi allons-nous parler? Je vous propose de le découvrir à travers cet extrait de reportage dans une PME, une imprimerie à la Chapelle-sur-Erdre. Il y est question de transmission. Quand je suis arrivé dans cette entreprise en 2000, quand je l'ai rachetée en 2000, les plus anciens des salariés m'avaient vu gamin jouer dans l'entreprise quand mes parents ne savaient pas quoi faire de moi le mercredi. C'est ce qu'on dit toujours, quand le fils prend la suite du père, on se demande toujours comment ça va se passer. Et puis là ça s'est bien passé, quoi. On ne savait pas quelles idées avait le fils, donc toujours un petit doute de se dire à quelle sauce on va être mangé, comme on dit, si bien. Nous, on avait nos habitudes, donc il y a eu des petits conflits, enfin des conflits, on n'appelle pas ça des conflits, mais il y a eu des petites choses à régler, à discuter et à voir, quoi. Donc après chacun s'est apprivoisé. Voilà, c'est à la fois une histoire d'entreprise et une histoire de famille. C'est le sujet de notre émission, la passation, le passage de témoins. C'est toujours un moment délicat dans la vie d'une entreprise, peut-être davantage encore dans le cadre familial. Faut-il transmettre aux enfants ou à un tiers? Quels sont les risques et les obstacles liés à cette cession? Quelles sont les conséquences sur la gouvernance ou sur la vie même de l'entreprise pour les salariés et la pérennité des affaires? On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais avant cela, retour sur l'actualité économique du mois. C'est une première. Le 17 octobre, les élus de Nantes Métropole, dans leur majorité, ont accepté l'idée d'une ouverture des commerces le dimanche avant Noël, de dimanche après-midi et uniquement pour les commerces de proximité. Rien ne sera acté cependant avant que les organisations syndicales et patronales négocient un accord. Une table ronde entre la CCI et les grandes surfaces est également prévue. Moi, je suis soucieuse à la fois de la dynamique du commerce de proximité, parce que dans nos 24 communes, le commerce de proximité participe de la qualité de vie, mais je suis extrêmement soucieuse et exigeante sur le respect des conditions des salariés. Et si je souhaite prendre cette initiative aujourd'hui, c'est parce que j'ai la conviction que si on ne prend pas d'initiative, c'est justement la porte ouverte à la dérégulation totale. La mauvaise nouvelle est tombée le 13 octobre. La compagnie Brittany Ferries suspend son projet de ferry innovant, un ferry nouvelle génération qui devait fonctionner au gaz naturel liquéfié et qui devait être construit par STX. Pour le chantier naval de Saint-Nazaire, c'est une perte de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2,6 millions d'heures de travail en moins. La direction espère compenser ce coup dur grâce au carnet de commandes. Le Beluga a fêté ses 20 ans ce mois-ci. Cet avion cargo transporte des morceaux d'avion entre les différents sites de production d'Airbus en Europe. Pour cet anniversaire, Saint-Nazaire a inauguré un nouveau hangar, un abri géant pour permettre le chargement et le déchargement du Beluga, même en cas de tempête. Un investissement de 11 millions d'euros. Grâce à ça, on va doubler le nombre d'heures de vol de nos belugas, ce qui nous permettra globalement de passer de 2 à 3 belugas par jour jusqu'à 3 ou 4 par jour sur 6 jours. Donc grâce à ça, on va augmenter nos livraisons. On a à peu près actuellement 500 belugas qui arrivent par an, à peu près, et on va monter jusqu'en 2017 à peu près 750 belugas par an. Les salariés de la CEITA ne veulent pas se résigner à la suite d'une grève de la faim de 17 jours qui n'a rien donné. Ils ont engagé une action en justice pour faire annuler le plan social qui prévoit la suppression de 327 emplois sur le site de Carquefou. L'usine du cigarettier Imperial Tobacco doit fermer début 2015. L'avocat des salariés pointe des irrégularités. Le tribunal de Nantes rendra son jugement le 6 novembre.
Voilà pour ce tour d'horizon de l'actu économique en Loire-Atlantique. Nous sommes toujours dans les locaux d'Audencia. Nous allons parler de transmission au sein des entreprises familiales. À qui laisser les clés de la boutique? C'est la question posée. Pour en parler, nos premiers invités sont là. Mirouna Radou-Lefebvre, bonjour. Bonsoir. Professeur associé en entrepreneuriat, titulaire de la chaire entrepreneuriat familial et société chez Audencia. Bruno et Julien Launay sont avec nous également. Bonjour. Père et fils, vous pourrez témoigner très concrètement tout à l'heure du passage de témoin au sein de votre entreprise à Ancenis, la société Amio. Et puis, je remercie également de sa présence Christophe de Goulaine. Vous êtes le directeur du château de Goulaine. Vous serez notre grand témoin ce mois-ci. Vous allez suivre nos échanges et vous nous donnerez votre point de vue en fin d'émission en tant qu'héritier d'un patrimoine familial millénaire. Alors, je commence avec vous, Mirouna Radou-Lefebvre. La chaire d'entrepreneuriat familial et société à Audencia a été créée il y a 1 an à peine. C'est un objet d'étude assez récent, finalement, ces entreprises familiales en France. Tout à fait. En France, mais pas seulement, parce que dans le monde anglo-saxon, c'est aussi un sujet plutôt récent qui est traité notamment depuis quelques décennies. Et en France, c'est notamment à partir des années 2000 que des chaires de recherche ont commencé à être lancées sur ces thématiques et puis des recherches à être produites. Donc il y a cette chaire à Audencia, également un laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique à l'université de Nantes, qui s'intéresse à la pérennité des entreprises familiales. On s'y intéresse de plus en plus. Pourquoi maintenant ? C'est peut-être aussi lié au contexte de crise économique auquel on se confronte. Parce que pendant longtemps, et notamment depuis la révolution industrielle, donc à la fin du 19e, les chercheurs en management ont considéré que l'entreprise familiale était quelque chose de désuet, passé de mode. Et l'accent était mis sur la grande entreprise et sur les efforts de professionnalisation du management en général. Alors que depuis quelques décennies, on s'est rendu compte au travers d'études au niveau international que les entreprises familiales ont des avantages spécifiques, qu'elles performent souvent mieux, qu'elles sont plus prudentes en termes de prise de risque, qu'elles ont un management fondé sur les valeurs. Donc voilà, ceci explique peut-être cela. D'accord. Bruno Launay, vous avez l'impression d'être, en tant qu'entrepreneur familial, à la tête d'une entreprise un peu différente ? Différente dans son fonctionnement, non. Je dirais qu'il y a quand même du cœur, il y a un petit peu plus, c'est un peu plus chaleureux du fait que ce soit familial, puisqu'on est quand même 3 personnes de la même famille à travailler dans l'entreprise. Donc il y a... Sur combien ? Vous êtes 17 salariés, ouais. Voilà. Donc vous retrouvez un petit peu votre famille tous les matins ? Voilà, j'ai mon épouse qui travaille donc sur la partie compta, Julien qui est à la direction, et puis moi qui m'occupe aussi de tout ce qui est un peu plus communication. Et ça ne vous empêche pas de, comme le disait Mirouna, de performer, de réussir ? Tout à fait, parce que chacun a son poste. Chacun a son poste qui est bien déterminé. Et tout le monde se fait confiance au niveau de chaque métier. Alors on aura l'occasion de développer tous ces points, notamment la gouvernance, effectivement, et le passage de témoin à votre fils, Julien. Avant cela, on va parler d'une enquête, l'enquête lancée par Audencia avec l'Institut Opinionway auprès des entreprises familiales en France. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage, c'est sur des commentaires d'Annelise Tomine. Comment définir l'entreprise familiale ? Un univers impitoyable ? Un enfer psychologique ? Mon cher frère, j'en viens parfois à me demander dans quel camp tu es. Que tu es blessant, mon cher frère. Tu sais à quel point j'aime ma famille. Non, je suis ton père. Ou un bonheur dans le pré. Peut-être rien de tout cela ou tout cela à la fois. Pour la Commission européenne, les choses sont, disons, plus terre à terre. Une entreprise familiale est une entreprise majoritairement contrôlée à travers les capitaux par une ou plusieurs familles fondatrices et dont l'un des membres est impliqué dans le management. Une définition très large dans laquelle entrent 83% des entreprises en France.
De la TPE artisanale à la multinationale cotée en bourse, comme L'Oréal. Ma peau est en été toute l'année. Vous le valez bien ? Parce qu'elles le valent bien, tout le monde aime les entreprises familiales. Elles ont une bonne image auprès de 90% des actifs français. Elles sont aussi très attractives. 77% des demandeurs d'emploi aimeraient y travailler. L'enquête ne précise pas toutefois si derrière cette envie de famille, les sondés imaginent la PME de province ou le grand groupe international. Pourquoi tant d'amour? Ce sont les dirigeants qui répondent. Les entreprises familiales seraient plus attachées que les autres à la qualité des produits, à la satisfaction du client, plus attachées à leurs salariés et à un ancrage territorial. Bref, des entreprises avec des valeurs. Mais ces mêmes dirigeants ne cachent pas les points faibles. De leur propre aveu, les entreprises familiales seraient moins innovantes, moins performantes, moins développées à l'international. En résumé, un idéal de stabilité et d'ennui, pire qu'un repas de famille. C'est un collier, chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Bon, alors on a fini avec une note un petit peu provocatrice dans ce sujet. Je vous pose la question quand même, Bruno Launay, ça se passe pas comme ça chez vous, dans votre entreprise de famille? C'est pas un repas familial aussi interminable? Non. Alors, non, il y a des repas familiaux, mais on s'empêche de parler travail. D'accord, on évite la question. C'est pas qu'on évite la question, quand on est sorti de l'entreprise, on est sorti de l'entreprise. Très bien. Miruna, 83% des entreprises en France seraient des entreprises familiales. 83%, c'est énorme, un chiffre étonnant. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'entreprises familiales en France. D'où vient ce chiffre? Oui. C'est une réalité plutôt commune à l'ensemble des pays développés qui toutes ont des entreprises familiales qui dépassent ce seuil de 80%. Maintenant, bien sûr, il faut partir de la définition de ce qu'on entend par entreprise familiale. Et la définition qu'on a utilisée, nous aussi, dans l'étude avec OpinionWay, c'est celle qu'on pourrait appeler d'un entrepreneuriat familial. C'est-à-dire, on a fait référence à cette possession, à l'idée de propriété de l'entreprise, donc majorité du capital détenu par une famille, et puis à la dimension management, présence d'au moins d'un membre de la famille dans le management. Donc, on n'a pas pris comme critère discriminant la question de la transmission. Et selon certains auteurs, on est entreprise familiale s'il y a eu déjà au moins une transmission réussie. Et selon ces définitions... Dans ces 83%, ce n'est pas forcément des entreprises qui ont déjà transmis à la deuxième génération. Exactement. C'est vraiment en termes de structure du capital et d'exercice du management qu'on les définit, ce qui explique le pourcentage. Alors, dans ces 83%, il y a tout type d'entreprises et surtout des entreprises de petite taille. Oui. Dans notre échantillon, on avait presque 80% d'entreprises de petite et moyenne taille. Mais cela reflète d'ailleurs les caractéristiques du tissu économique français, qui est constitué en majorité par des petites et moyennes entreprises. Bruno Launay, peut-être, on va écouter Julien d'abord, mais on a entendu dans le sujet les points forts et les points faibles des entreprises familiales aux yeux des dirigeants. Du côté des points forts, on a l'attachement des salariés, l'attachement à un ancrage territorial, la satisfaction du client. Du côté des points faibles, moins d'innovation peut-être, moins de performance, moins d'international. Est-ce que c'est votre vision des choses ? Je dirais qu'aujourd'hui, ce sont des valeurs qu'on essaie de corriger. On parle de moins d'international, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on essaie de développer aussi, de s'ouvrir au marché hors de notre région, parce que nous sommes, c'est vrai, ancrés, nous, dans la région Bretagne-Pays de Loire, mais depuis quelques années, on se développe sur le reste de la France et aussi sur l'international, quoi. Vous avez créé, Bruno Launay, cette entreprise, donc Amio, en 1994. Vous êtes dans la maintenance industrielle, spécialiste du levage et de la manutention. Et vous venez d'en transmettre cet été la direction à votre fils. Comment ça se passe ? Ça se passe bien parce que c'est quelque chose qui s'est pas fait. Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais été étonné. Mais bon. Non, mais c'est quelque chose qui s'est fait au long du temps. En fait... Depuis, Julien est venu nous rejoindre en 2003. Il a gravi tous les échelons. On a un parcours professionnel identique. Il faut savoir que je suis électromécanicien de métier et Julien a fait aussi ses armes avec sa caisse à outils. Après, il est passé donc... C'est ce que vous avez demandé à votre fils, de faire ses armes d'abord ? Oui. Et il a d'ailleurs ses diplômes, il les a passés en alternance. Le BTS en alternance, en entreprise.
Et donc ensuite, il est passé responsable d'exploitation dans les années 2007 par là. Et connaissant la crise 2008 que l'on a eue, on l'a subi comme beaucoup. 2009, on fait une très bonne année. 2010, boum, on repart sur une autre crise. Et là, Julien est venu me voir. Il me dit, on peut peut-être changer des choses dans l'entreprise. Et notamment, je pourrais éventuellement reprendre la partie commerciale sur la partie Pays de Loire. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Moi, je m'occupais de la Bretagne. Ayant donc, au fil du temps, il a pris davantage de responsabilités au sein de l'entreprise. Julien, vous, il y a 10 ans, en 2003, quand vous êtes entré en entreprise en tant que technicien, vous envisagiez de devenir le patron un jour de cette entreprise ? Alors ça fait partie de vos projets ? C'est même pire que ça. L'entreprise Lamio, je la vis depuis les années 89, on va dire, quand j'avais un peu 9 ans. Donc c'est vrai que voilà, j'ai vu l'évolution au niveau de l'entreprise. J'étais fils d'artisan au départ, donc voilà, j'ai mis à la main à la pâte très jeune. Et c'est ce qui m'a donné goût aussi à rentrer dans ce cursus, en fait, l'électrotechnique. Et puis donc je me suis formé comme cela. Et donc j'ai intégré la société et on va dire par étapes, j'ai franchi un peu les échelons et j'ai eu le temps. Ça vous semblait évident ? Oui, ça. Alors, je dis pas au départ que c'était évident. J'avais certains a priori par rapport à tout ce que je voyais dans l'entreprise, ce que j'entendais via mon père, par exemple. Donc effectivement, j'ai gravi ces échelons, j'ai franchi quelques barrières, et puis on avance comme ça, et puis on se dit c'est bon, j'ai réussi cette étape-là, je vais passer l'étape d'après, et c'est comme ça, effectivement, où on arrive à se construire et via des formations. Alors justement, cette formation, vous avez suivi, je crois, effectivement, un accompagnement auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a voulu que je puisse aussi échanger, que je puisse apprendre de d'autres chefs d'entreprise, donc via la Chambre de commerce et d'industrie. On a participé à plusieurs programmes, tels que le programme Plateau, le programme Dynamique Entreprise et après le programme Dirigé. Tout ça fait qu'effectivement, j'ai pu échanger, j'ai pu discuter, j'ai pu être formé aussi sur différents domaines tels que le management, la communication aussi. Ce que vous dites, en fait, c'est que même en tant que fils de patron, on ne s'improvise pas chef d'entreprise. Non. Comme le disait mon père, quand j'ai voulu reprendre en 2010 la partie commerciale, on m'aurait demandé ça 2 ans avant, j'aurais dit non. Le fait d'être formé, de prendre le temps, de réfléchir, de ne pas avoir la pression, ça vient naturellement. Quel regard portent vos salariés, 17 salariés au sein de l'entreprise, sur cette transmission, ce passage de témoin entre vous, le père, et Julien, le fils ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des interrogations Alors, je vais laisser la parole à Julien. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, Julien vient de prendre la partie direction de l'entreprise, mais il est sur le devant de la scène. Et moi, je ne suis plus sur le devant de la scène. Et c'est lui qui a tous les rapports. Alors, comment ça se passe ? Mais c'est intéressant, effectivement, votre réflexion par rapport à ça. Alors, je dirais qu'au niveau de la partie des salariés de l'entreprise, les gens qui sont dans l'entreprise, aujourd'hui, j'ai grandi un peu aussi avec eux, parce que, étant donné que je suis rentré très tôt dans l'entreprise, ils m'ont vu aussi gravir ces échelons. Donc, quelque part, ils me font confiance. Et je leur fais confiance aussi, et c'est comme ça aujourd'hui que ça s'avance. Et je pense que ça peut être, c'est on va dire le résultat de tout ce travail. La présence de votre père, il est toujours dans l'entreprise. Oui. Vous avez 55 ans, je crois, Monsieur Launay, donc vous êtes encore loin de la retraite. Cette présence, elle est bénéfique, gênante je dirais que j'ai l'avantage. Je sais qu'il est là, mais vous pouvez. Oui, non, mais vous pouvez tout dire. Je dirais j'ai l'avantage de pouvoir m'appuyer sur lui quand j'ai besoin. Et lui, il a très bien compris que s'il voulait que j'avance, il fallait que lui se mette un petit peu en retrait. Et ça lui permet aussi de pouvoir justement parler de développement international, de réfléchir à d'autres stratégies pour l'entreprise, quoi.
Vous êtes sur cette voie-là aussi, j'imagine. Tout à fait, oui. Il faut savoir que 2010, comme on en a parlé tout à l'heure, ayant connu cette crise, j'ai changé complètement. Alors là, pour le coup, moi, je suis reparti en formation, puisque la communication, je ne connaissais pas du tout, le marketing, je ne connaissais pas du tout, et le web non plus. Donc j'ai tout appris. Et vous êtes reparti sur une nouvelle aventure de votre côté. Merci Bruno et Julien Launay pour votre témoignage. Nous allons poursuivre notre conversation sur les entreprises familiales et leur transmission avec d'autres invités qui vont nous rejoindre. Juste après le prochain reportage à la Chapelle-sur-Erdre dans une imprimerie qui a plus de 115 ans, l'imprimerie Goubeau, 45 salariés, plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et déjà la 4e génération au pouvoir. La dernière passation a eu lieu en 2000. Retour sur ce moment particulier avec le patron et les salariés. Salut Pascal. Bonjour. Ça va? Je suis arrivé dans cette entreprise en 2000, quand je l'ai racheté en 2000. Les plus anciens des salariés m'avaient vu gamin jouer dans l'entreprise quand mes parents ne savaient pas quoi faire de moi le mercredi. Donc forcément, je les ai tutoyés, puisque je les tutoyais déjà à l'époque. Il y a une petite histoire, ouais, effectivement. On fait un truc ensemble, en tout cas. Et pourtant, Dominique Goubeau ne rêvait pas de reprendre l'affaire familiale, lancée en 1897 par son arrière-grand-père dans le passage Pomeray. Après des études de commerce et un début de carrière prometteur dans une boîte américaine, il est rappelé à son destin. Mon père m'a appelé en me disant « mais je vais vendre l'entreprise ou je vais te la vendre ou la vendre à des salariés ou à des concurrents et quelle est ta position ?» Et dans un premier temps, j'ai dit non. Ça m'intéresse pas, j'ai une carrière dans une belle boîte, ça m'intéresse pas. Et ensuite, j'ai changé d'avis. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait un petit peu d'encre qui coulait dans mes veines. La passation de pouvoir se déroule sans rature, en douceur. 2 ans pour que Dominique le fils prenne la place de Michel le père. Connaissant Michel Goubeau, il ne pouvait pas laisser les rênes à une personne en qui il n'avait pas confiance, quoi. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas laissé forcément l'entreprise à son fils s'il n'avait pas été capable, quoi. Mais là, il le connaît mieux que nous, hein. C'est son fils, quoi. C'est ce qu'on dit toujours, quand le fils prend la suite du père, on se demande toujours comment ça va se passer. Et puis là, ça s'est bien passé, quoi. On ne savait pas quelles idées avait le fils, donc toujours un petit doute de se dire à quelle sauce on va être mangé, comme on dit, c'est bien. Lui, il arrive, il pose ses conditions, il dit on voudrait que ça se passe comme ça, il y a des choses, il avait des idées. Nous, on avait nos habitudes, donc il y a eu des petits conflits, enfin des conflits, on n'appelle pas ça des conflits, mais il y a eu des petites choses à régler, à discuter et à voir, quoi. Donc après chacun s'est apprivoisé. Mais bon, on se doutait bien que ça restait Goubeau, quoi. On n'avait pas d'inquiétude, quoi. Dominique a gardé quand même l'historique, les méthodes de travail, tout en mettant sa touche personnelle. Mais alors que ça aurait été un dirigeant extérieur, en fait, tout aurait été sans doute réorganisé de façon brutale. Tandis que là, ça a vraiment été dans la tranquillité. Les barrières sont ouvertes et il les a pas fermées quand il est arrivé, quoi. Il les a laissées telles quelles, quoi. On peut discuter ensemble. Ce matin, il est venu me voir, il m'a dit bonjour, hop, t'as la caméra qui vient, toi t'es un ancien, t'as connu mon père, faudrait que tu parles là. Il n'y a pas de problème. Quel sera le prochain chapitre de cette histoire familiale? Dominique Goubeau, 50 ans à peine, se dit qu'il a encore le temps d'y réfléchir, mais depuis quelques mois ou quelques années très proches, j'ai plus le sentiment d'être obligé de passer mon entreprise et d'être obligé d'imaginer la faire durer longtemps encore. Je préférerais sur le principe que ce soit mes enfants qui reprennent, parce que je trouvais qu'il y a une belle continuité. J'ai 3 garçons, ils s'appelleront Goubeau aussi du nom d'entreprise. Après, si ce n'est pas mes enfants, quelle que soit la raison, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne sont pas compétents, ce sera, j'espère, le personnel. Je préférerais ces deux options en priorité. J'aurais une boule au ventre, ouais, si c'était le contraire.
Voilà pour ces témoignages sur une transmission qui s'est bien passée. Nous ont rejoint sur le plateau du Tout Éco Céline Eloumozoa, représentante de l'association Family Business Network pour le Grand Ouest, Daniel Lecointe, PDG du groupe Virquin, groupe mondial spécialiste des sanitaires basé à Carquefou, et Christian Ripoche, conseiller en charge des opérations de transmission à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous. On a entendu dans le reportage ce patron, encore jeune, même pas 50 ans, qui commence tout doucement à s'interroger sur la suite. Est-ce qu'on retrouve généralement cette envie de transmettre à la famille, à la deuxième génération ? Oui, bien sûr, qu'on le retrouve. Selon les études qui existent en France, environ 60% des dirigeants d'entreprises familiales souhaitent transmettre. Mais la réalité de la transmission est bien moins optimiste. On estime qu'environ 25% arrivent à transmettre à la deuxième génération et le pourcentage tombe autour de 10% entre la deuxième et la troisième génération. Quelles sont les raisons, au-delà des raisons fiscales, qu'on ne va peut-être pas évoquer là? Il y a cette question des attentes liées aux futurs successeurs familiaux. D'accord. Et des difficultés peut-être à trouver des enfants qui veulent bien reprendre ou des compétences chez les enfants qui pourraient reprendre? Exactement. C'est ça les obstacles Exactement. principaux? Le principal obstacle, c'est en fait de plus en plus le choix des enfants. Les dirigeants sont conscients du fait que l'allongement de la durée d'études des enfants et puis l'internationalisation des cursus fait que les enfants se détachent de plus en plus de l'entreprise familiale et du territoire, voire même du secteur économique. Et donc leur souhait de revenir dans l'entreprise familiale devient de plus en plus problématique. Alors, on a un cas avec nous, Monsieur Lecointe, pour le groupe Virquin. Vous avez 3 fils. 2 d'entre eux ont pris les manettes du groupe depuis quelque temps. Vous prenez peu à peu vos distances vis-à-vis de l'entreprise. Comment vous les avez préparés comment, vos fils, à cette transmission ? Comme le groupe Amio tout à l'heure, ils sont nés dans l'entreprise. Donc ils ont vécu, ils ont commencé à travailler, j'allais dire, à voir travailler l'entreprise tout petit. Ils ont commencé par faire des bêtises. Et ils ont pris conscience du travail avec mon épouse et moi-même. Nous étions à ce moment-là 3 personnes dans l'entreprise quand ils sont nés. Donc, si vous voulez, c'était vraiment le début. Et ils ont grandi au fur et à mesure. Ils ont ils ont vécu la croissance, ils ont vécu les projets, ils ont vécu les joies et les douleurs parfois. Mais Mirouna l'a dit, parfois les enfants choisissent d'autres chemins que ceux tracés par leurs parents. Vous leur avez dit tracer le chemin qu'ils devaient prendre, ou bien ils avaient quand même une marge de liberté, une marge de manœuvre? Ils avaient entièrement la marge de manœuvre. Ils ont vécu leur vie scolaire, étudiante, et ils ont fait leur choix. L'aîné a fait sa propre entreprise et il l'a bien développée. Les 2 autres ont fait leur cursus universitaire. Ils ont travaillé dans des entreprises à l'extérieur et ils ont rejoint le groupe après des stages. Donc ils ont fait des allers-retours vis-à-vis du groupe. Ça vous inquiétait, vous interrogeait, vous disiez si jamais mes fils ne reprennent pas, ne veulent pas reprendre l'entreprise? Pas exactement, parce qu'on sentait la volonté de vouloir poursuivre, mais sans forcer. Donc ils sont arrivés progressivement. Les 2 derniers, Grégory avait aussi l'intérêt de l'entreprise, comme Gwenel, le 3e. Anthony, donc l'aîné, s'était un petit peu séparé du groupe. Il avait monté une affaire d'éolien et de solaire et avait très bien réussi dans cette activité. Donc, s'intéressait moins à l'activité, bien qu'il regardait ça avec attention. Alors, qu'a plutôt réussi de transmission, mais on l'a dit un peu dans les chiffres, on parle parfois de 10% d'entreprises familiales justement qui arrivent à se transmettre à la deuxième génération. C'est les chiffres aussi que vous avez, vous, à Family Business Network? Oui, tout à fait, 10-14%. L'Institut Montaigne en 2013 disait 14%, ce qui est faible par rapport au taux, par exemple, en Allemagne, qui est plutôt de 51%. On se l'explique ou c'est culturel? On ne sait pas faire en France, transmettre l'entreprise familiale à la deuxième génération? Non, je ne dirais pas cela. Mais comme disait Mirouna, raison fiscale principalement. Personnellement, le président honoraire du FBN Grand Ouest, qui est Pierre-Marie Charrier,
aiment à dire que l'ISF et le Donc cancer... une grande entreprise de BTP. Grande entreprise de BTP. En Pays de la Loire. En Pays de la Loire. Aime à dire que l'ISF est le cancer des entreprises familiales. Donc le jour où on séparera l'ISF de l'actionnariat familial, là, on aidera les entreprises familiales à se transmettre. Une question de fiscalité pour vous, en tout cas. Principalement, oui, bien sûr. Vous, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous faites un peu ce constat-là aussi, de cette difficulté à transmettre On fait tout à fait ce constat-là, mais pas franchement pour des raisons fiscales, parce qu'on fédère essentiellement des très petites entreprises qu'on appelle les TPE, et que en fait, les incidences fiscales sont relativement limitées. Pour autant, on voit exactement la même situation se déroule aujourd'hui. On peut dire que de tout temps, l'artisanat a toujours été considéré comme étant le berceau justement de la transmission familiale. On a même dit pendant des années, des décennies, qu'on ne voyait pas comment on pouvait transmettre une entreprise artisanale autrement que par le biais familial. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que la succession familiale existe encore, bien sûr, mais n'est plus le mode de transmission principal de l'artisanat. Et que, au même titre que les autres secteurs professionnels, on est confronté effectivement à des successions le plus souvent externes. Ce qui ne va pas d'ailleurs sans poser certains problèmes, parce que l'artisanat, ça se caractérise aussi par des savoir-faire. Des savoir-faire techniques parfois précis, pointus. Et c'est vrai que pendant longtemps, le cadre familial permettait de favoriser le maintien de ce savoir-faire, ou en tout cas simplifier énormément le processus. Aujourd'hui, effectivement, on est confronté à une situation où ces savoir-faire, il faut les préserver, mais en même temps dans un cadre qui va forcément bouger et évoluer. Alors, il y a effectivement ces difficultés-là. On a parlé de fiscalité. Il y a aussi la difficulté dans la transmission d'organiser un peu la suite, et notamment la gouvernance au sein de la famille. C'est un cadre un petit peu particulier. Vous connaissez bien ça, Céline Elou-Mozoa. Vous êtes vous-même actionnaire familial. C'est quoi un actionnaire familial ? À quoi il sert ? Alors, il y a 3 questions dans votre question. Vous répondez dans l'ordre ou dans le désordre, comme vous voulez. D'accord. Déjà, je pense qu'organiser la gouvernance et organiser la transmission n'est pas la même chose. Organiser la transmission, on l'a bien vu dans les échanges, dans les reportages, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. La temporalité. C'est quoi ? C'est 10 ans, 20 ans C'est aussi long que vous êtes vivant, on va dire. Dès le départ, il faut y penser. Dès le départ, il faut y penser. Au FBN, par exemple, on a des entreprises qui anticipent jusqu'à faire des visites d'entreprise aux petits-enfants. Donc, dès 5 ans, l'enfant va intégrer, va s'imprégner de la culture d'entreprise. C'est un peu ce qui s'est passé chez vous, Monsieur Lecointe. Exactement. Les petits-enfants parlent déjà d'intégrer la société. Donc, c'est très intéressant de les voir parce qu'ils voient travailler leurs grands-parents, leurs parents, et ils s'intègrent parfaitement dans ce schéma. Mais pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est quelque chose de pas facile de transmettre. C'est cher, c'est pas anodin, et ça entraîne beaucoup de problématiques qui sont d'ordre fiscal, mais aussi... c'est très coûteux. Il est beaucoup plus facile de vendre à un étranger, par exemple, ou à une entreprise concurrente, parce que c'est un acte, c'est un chèque et c'est terminé. La volonté de rester dans la famille, de porter le nom, c'est très intéressant quand les enfants ont la niaque et la volonté. Parce qu'une entreprise se donne à ses enfants, elle ne se vend pas ? Elle se donne, elle se vend, les deux. Les deux. Ça peut être un mix. Nous, on a procédé avec un mixte. Dans tous les cas, je pense qu'il faut anticiper en disant, en verbalisant, en énonçant très tôt. Il n'est jamais trop tôt pour commencer la transmission. Et en s'appuyant, alors là j'en viens à votre deuxième question, sur des cadres de gouvernance, c'est-à-dire créer des espaces où on peut parler de transmission à ses enfants, en dehors du repas familial le dimanche. Donc ça veut dire... On va éviter le repas familial, mais c'est quoi alors ? C'est pas le conseil d'administration ? C'est pas le conseil de surveillance ? C'est quoi ? Ça peut être le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, mais lorsque les enfants n'en font pas partie, parce qu'ils ne sont pas encore actionnaires, il est bon de créer des instances ad hoc. Donc ça peut être un conseil de famille, un conseil d'actionnaires qui n'a pas de valeur juridique, mais qui permet de créer cet espace de dialogue où on aborde des questions clés, business,
et où on ose parler à son père, à son frère, de façon professionnelle. Oui, parce que c'est des questions délicates et pas forcément faciles à aborder. Oui, oui, c'est plus facile de donner un ordre ou de faire suivre une stratégie à un employé ou à un encadrement qu'à un enfant qui aura l'occasion de vous le faire savoir s'il n'est pas d'accord. Parce qu'effectivement, le cercle familial peut laisser à penser que les choses vont pouvoir se dérouler plus simplement, plus naturellement. Et en fait, dans la pratique, c'est loin d'être toujours aussi simple parce qu'il y a effectivement ce poids de la famille et parfois des non-dits qui font que ça peut, du coup, finalement, un peu compliquer les opérations. Il y a beaucoup de discrétion, peut-être trop, finalement. Les dirigeants hésitent à parler franchement, librement de cette transmission, peut-être même au sein même de leur famille. Alors, il y a peut-être aussi des aides à apporter à ces dirigeants qui vont bientôt transmettre, céder. Miruna, dans votre enquête, 29% des dirigeants d'entreprises familiales aimeraient disposer de formation ou d'un accompagnement spécifique pour transmettre, justement. 29%, un tiers, c'est pas beaucoup, finalement. Non, ce n'est pas beaucoup, mais ce qu'on a constaté lorsqu'on a comparé les différents échantillons, les grandes entreprises, les petites et moyennes, on s'est rendu compte que ce pourcentage devenait plus important lorsqu'on s'adressait aux petites et moyennes entreprises. Parce qu'au fond, les grandes mettent en place à la fois des structures de gouvernance et puis des moyens d'accompagnement en interne, souvent, permettant aux successeurs de participer à une transmission réussie. Alors que les petites et les moyennes trouvent qu'elles n'ont pas les moyens. Donc, elles aimeraient être accompagnées de l'extérieur, aussi bien en matière de formation, comme on l'a vu avec notre première entreprise, formation au management, au marketing, à la communication, qu'en matière d'accompagnement. Et là, on parle vraiment d'un accompagnement des deux, du successeur, du cédant, voire de la famille, pour passer ce cap, et un accompagnement dans la durée, parce qu'on parle bien sûr d'années. Et ça, c'est votre travail, Christian Ripoche. Vous êtes chargé de ça au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat. Comment ça se passe? Quels conseils vous donnez aux cédants? Je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. Et par le fait, effectivement, que notamment dans la dimension de nos entreprises aujourd'hui, de nos dirigeants qui sont la plupart du temps des dirigeants de très petites entreprises et qui, tous les jours, sont confrontés seuls à de nombreuses décisions. Et quand vient le moment de la fin de carrière et de la transmission éventuelle ou pas de l'affaire, c'est un dernier projet qui peut se présenter devant eux, mais ce n'est pas le moindre. Et là, effectivement, la plupart de nos dirigeants se retrouvent quand même assez seuls. Et rien que ça, rien que d'être seul, même si il y a effectivement des formes d'accompagnement qui peuvent exister, rien que ça peut être complètement un frein à préparer un projet. Il est clair, moi je le vois à travers mes expériences, que quand on veut que des projets de transmission avancent, et là j'en suis même pas forcément au projet qui est conclu, mais en tout cas quand on veut les initier, ces dirigeants passent à l'acte, on va dire, à partir du moment où ils sentent un accompagnement de très grande proximité. Parce qu'en plus, il faut le dire, pour terminer là-dessus, je finirai mon propos là-dessus, il y a des étapes à passer, bien sûr, comme dans tout projet. Il y a des étapes qui sont malgré tout un peu techniques, et il y a des étapes, même si on est accompagné, que le chef d'entreprise doit maîtriser à minima. Donc il y a tout un contexte d'information, d'accompagnement qui est capital. Et nous, effectivement, dans notre structure, c'est ce qu'on mène régulièrement par rapport à ça. Vous conseillez, je ne sais pas, au membre de Family Business Network, de choisir un accompagnement, de se faire aider dans cette transmission, ou les chefs d'entreprise préfèrent rester seuls dans ce projet-là? Le chef d'entreprise est souvent seul face à ses décisions. Mais par exemple, faire partie du réseau FBN, c'est une façon d'échanger avec des pairs, donc des chefs d'entreprise, les familles, les actionnaires familiaux. C'est le seul réseau mondial qui rassemble les entreprises familiales. C'est le seul réseau où on peut rencontrer des actionnaires familiaux qui travaillent ou pas dans l'entreprise, des membres de la famille et les dirigeants. Donc c'est important de se réunir, de rencontrer des pairs, et le FBN permet aussi de détecter des experts. On fait intervenir des fiscalistes, des avocats qui sont pointus, qui connaissent bien leur sujet, et ça permet aux familles de se confronter avec d'autres et de détecter des expertises fines. Vous avez fait appel à des gens pour vous aider? Bien entendu. On a travaillé donc avec notaires, avocats et surtout les banques, les fournisseurs qui sont des aides pas anodines, puisque en fin de compte, ils servent aussi à continuer sur la pérennité et à valider le choix que l'on fait. Mais je veux dire, on parle souvent des
des enfants qui récupèrent le pilotage, mais un des problèmes aussi, c'est le deuil que le patron doit faire de son entreprise. Et ça, c'est... Alors, je ne parle pas nécessairement pour moi, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut lâcher le manche. Et ce n'est pas facile de donner en disant est-ce qu'il va être capable, est-ce que, etc., etc. On se pose beaucoup de questions et après, surtout avoir un projet pour aller au bout de l'opération, entre guillemets, du deuil qui n'est pas... Heureusement, il n'y a pas de mort. Hein. Vous, il n'y a pas de deuil chez vous? Non, pas du tout. Non, j'ai un projet suffisant. Complètement. Et ils sont, je pense qu'ils sont peut-être... qui souhaitent peut-être que je prenne la retraite assez rapidement. J'ai l'intention de conserver peut-être l'innovation produit, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'innovation. Nous sommes internationaux, nous sommes innovation, donc il y a des pans de la société que je pourrais conserver. D'autant qu'on a parlé d'ISF, et que si je perdais les actions que je conserve passent automatiquement à l'ISF. Et ce n'est pas anodin. D'accord. Donc vous aussi, la question de la fiscalité, ça peut être... C'est complètement clé. C'est très cher de céder son entreprise, alors que si on la vend, comme je disais tout à l'heure, à un concurrent ou à un confrère, c'est beaucoup plus simple en réalité. Et puis on valorise davantage l'entreprise si on la vend à quelqu'un d'autre qu'à ses enfants. Autre idée peut-être pour réussir la transmission, c'est faire entrer dans le capital de l'entreprise une personne extérieure. On parle des administrateurs, du rôle des administrateurs indépendants. Oui, alors nous on n'a pas pris un conseil de surveillance, on a créé un conseil stratégique qui deviendra peut-être surveillance, donc on va appeler CS2 quand ça sera fait. Pour l'instant, c'est des personnes de l'extérieur. J'ai une réunion le 30 de ce mois et qui ont l'avantage donc de ne pas être actionnaires et de donner une vision extérieure à partir du moment où le choix de ces personnes est fait suivant leur stratégie, leur philosophie, donc d'un certain niveau, pouvoir conseiller les enfants et même le patron. Et s'ouvrir à des personnes extérieures, ça a été facile ou Oui, complètement. Ouais, vous n'aviez pas peur de dévoiler un certain nombre de secrets de l'entreprise Oui, quand vous... Bon, par exemple, j'ai pas de trahir de secret, mais on a quelqu'un de Schneider, c'est pas un concurrent, ça sera jamais non plus un confrère. Donc on peut donner une information à partir du moment en plus que ces gens sont reconnus, ils ne sortiront pas l'information si elle est stratégique. Alors, on parle un peu d'argent, là. L'un des conseils que vous donnez aussi, Christian Ruppach, c'est de savoir ou de connaître son bien, son entreprise, et de savoir la valoriser quand on la transmet. Oui, il y a deux aspects à ça, en fait. Aussi de la transmission. Bien sûr, il y a deux aspects, parce que, bien évidemment, quand un processus de transmission se met en place, l'étape clé, c'est quand même l'étape de la négociation et de la validation du projet entre les parties. Même à l'intérieur d'une famille, puisqu'on l'a compris, ça peut... Vous ne savez pas ce que vaut une entreprise. Oui. Il faut un acheteur et un vendeur. Donc, à quel moment... Entre le père et le fils ou la fille, il faut négocier un prix. Forcément, il y a une valeur. Le prix est aussi un élément à prendre en compte dans le cadre d'une transmission familiale, parce que le scénario qui sera retenu pourrait être éventuellement différent si on va sur une donation, par exemple. Mais il n'empêche qu'une donation, même si ça veut dire ce que ça veut dire, c'est à titre gratuit, il y a des conséquences fiscales qui existent de toute façon. Donc on ne peut pas donner comme ça dans n'importe quelle condition. Donc même la transmission familiale exige aujourd'hui une approche chiffrée de l'entreprise. Ce que je voulais revenir, c'était effectivement sur l'importance de l'évaluation, parce que c'est une étape clé. Et moi, en ce qui me concerne, enfin, dans le regard que j'ai notamment sur l'artisanat, puisque c'est avant tout le monde de la petite entreprise que je suis, c'est-à-dire aussi que je constate au quotidien que faire évaluer son entreprise, alors qu'on n'est pas forcément encore dans un schéma de transmission immédiat, qu'on n'a pas encore identifié quoi que ce soit, y compris même en interne, mais surtout également si c'est dans le cadre d'une transmission familiale, c'est passer quelque part à l'acte. C'est commencer déjà à engager son projet. C'est d'abord parce que ça va décider d'une information précise sur les enjeux et sur ce qu'on vend concrètement. Et donc là, on est bien parce que la transmission aujourd'hui, c'est vraiment le passage à l'acte. C'est-à-dire il faut que ce projet se mûrisse et qu'à un moment, le dirigeant convienne qu'il va effectivement transférer et transmettre son entreprise, après dans des scénarios qui sont à définir, mais concrètement qu'il a mûri psychologiquement cette décision. Et on voit bien que ça, par contre, ça demande du temps et de l'accompagnement. Alors, on a évoqué aussi dans le reportage un autre point, c'est une des idées défendues par le chef d'entreprise de cette imprimerie à La Chapelle-sur-Erdre. S'il ne trouve pas de repreneur parmi ses enfants, il imagine peut-être transmettre à ses salariés. Est-ce que c'est une idée répandue parmi les dirigeants d'entreprises familiales ?
Vous posez toute la question de la légitimité. Qui est légitime pour reprendre? Donc s'il n'y a personne au sein de la famille, les salariés sont quand même les plus à même, enfin c'est ceux qui connaissent le mieux l'entreprise, qui la font vivre. De là à transmettre à ces salariés et transformer l'entreprise en scope dans laquelle les salariés sont associés, ça c'est un saut très grand. Entre les deux, effectivement... Que peu de chefs d'entreprise franchissent? Peu, je ne sais pas. Mais c'est pas forcément facile. Difficile de répondre à cette question. Je sais pas. Mirouna, est-ce que vous avez, dans votre étude, interrogé cette transmission aux salariés? Est-ce que ça fait partie des réflexions des chefs d'entreprise familiales? Non, on n'a pas interrogé les dirigeants là-dessus. On était, c'est vrai, focalisé sur la question de la transmission interne, mais il est certain que la transmission aux salariés reste très minoritaire aujourd'hui en France, donc sous ce format de scope. Donc, pourquoi? Parce que pour de multiples raisons qui sont des raisons là aussi fiscales, mais aussi de management. Et puis voilà. Et puis je pense aussi que oui, exactement. Et puis on voit le dirigeant est un entrepreneur, donc il souhaite transmettre son entreprise à un entrepreneur ou à un binôme d'entrepreneurs, donc de dirigeants, donc d'incarner l'entreprise. Donc salarié, c'est un peu une perception de dilution peut-être aussi de l'identité et du management de l'entreprise. Donc voilà, on cherche quelqu'un à l'intérieur de la famille ou quelqu'un à l'extérieur, mais avec cette idée que le management sera concentré, que la responsabilité sera confiée à quelqu'un. C'est pas un cadeau de reprendre une entreprise, il ne faut pas se faire d'illusions. Et les salariés, il y en a qui sont prêts, l'encadrement entre autres, à participer, mais de là à prendre un risque qui dépasse le capital qu'ils seraient prêts à mettre ou mettre en danger leur famille, c'est pas facile. Et derrière, il faut à tout prix que le système accepte, c'est-à-dire tout le système bancaire, les fournisseurs, etc. Là aussi, attention, autant tout le système va faire confiance à un projet d'entreprise à partir du moment où il va être porté aussi par une assise financière. Merci pour toutes vos réflexions. Avant de nous quitter, je me tourne à présent pour la conclusion de l'émission vers notre grand témoin, Christophe de Goulaine, qui a suivi toute notre discussion dans le public. Vous êtes le directeur du château de Goulaine qui se trouve sur la commune de Haute-Goulaine, en Sud-Loire, un château qui est depuis plus de 1000 ans la résidence de votre famille. Il y a eu une petite interruption de propriété entre 1788 et 1858, mais en gros, 30 générations se sont succédées dans ce château. Un château qui se visite pendant les vacances de la Toussaint, ouvert tous les jours. C'est donc un patrimoine et à la fois une entreprise familiale. Vous avez écouté tout ce qui vient d'être dit là sur ce plateau. Comment vous envisagez la transmission de ce patrimoine ? Oui, alors le débat aujourd'hui est très intéressant parce qu'au château de Goulaine, on est confronté à cette question. C'est un patrimoine et c'est devenu au fil du temps une entreprise. C'était un souhait de mon père de développer la partie touristique et réceptive afin de créer des revenus qui permettent d'entretenir le château. Et nous, on est nés dans cette ambiance d'entreprise familiale et de château ouvert au public. Au moment de son décès, on s'est un peu trouvé dépourvu parce qu'il fallait reprendre la suite. Le capitaine était accroché à la barre et ne voulait pas la lâcher. Mais en tout cas, il nous a montré une façon de faire. Et c'est certain que quand on parle de patrimoine, il faut ici y inscrire de l'innovation. C'est-à-dire que je pense que les entreprises sont rassurantes lorsqu'elles sont familiales, parce qu'on sait que les dirigeants très souvent habitent à proximité, sont du pays, sont du cru. Nous, c'est le cas puisque ça fait 35 générations qu'on est sur place, donc je pense que ça rassure. Mais ça rassure, mais en même temps, il faut aller de l'avant. Ça pourrait avoir un côté un peu vieille France, 35 générations, le château. Oui, alors tout le jeu, c'est justement de ne pas se tourner vers le passé.
Le passé est un socle, c'est là qu'on a nos racines, mais on vit bien au présent et on regarde le futur. Quelle est l'utilité d'un lieu patrimonial en 2014 ? Il faut y créer des activités qui sont modernes, ludiques, sans pour autant faire n'importe quoi. Mais on se doit d'être innovant, sinon le public tout simplement ne vient pas visiter le château. Vous pensez déjà à la suite, à la succession dans votre famille, hein? Oui, alors est-ce que vous avez un conseil de famille, comme on l'a évoqué au cours de l'émission? Alors, comme dans toute entreprise et toute famille, nous sommes très proches du notaire qui nous aide et qui nous suit. Peut-être qu'on ne prend pas suffisamment le temps de réfléchir à la transmission. Il faut savoir que pour les monuments historiques, il y a quand même des avantages fiscaux qui sont très intéressants, pas négligeables, parce que si on n'avait pas aujourd'hui ces avantages, on ne parlerait même pas de transmission. Donc à partir du moment où le château est ouvert au public, à partir du moment où on y fait des activités en lien avec des associations locales, et nous on a plutôt tendance à augmenter, à faire plus que le strict minimum, à ce moment-là fiscalement c'est quand même très intéressant. Il n'empêche que c'est une entreprise d'une dizaine de salariés et une superficie de 3500 mètres carrés de bâtiments sous la contrainte évidemment des monuments historiques, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a des contraintes fortes. Vous n'avez pas encore idée de la personne ou des personnes à qui vous voudriez laisser les clés de la boutique, pour reprendre le thème de l'émission? En fait, je ne sais pas si sur un plan familial, on peut envisager déjà de savoir si dans une ou deux générations, il y aura des goulaines à Goulaine. Je pense qu'on y est attaché. Moi, j'espère qu'en tout cas, il y a toujours des goulaines qui seront présents sur les lieux. Peut-être que demain, il faut envisager l'avenir justement en s'associant. Il faut voir grand, il faut avoir de l'ambition, et parfois juste un cercle familial n'est pas suffisant pour donner une vraie dimension à un lieu comme celui-là. Cette perpétuation du nom, ça c'est important pour vous, et c'est peut-être un peu ce qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises familiales qu'on a pu évoquer au cours de l'émission. Ah oui, moi je trouve ça très très touchant, et on voit souvent sur des entreprises père et fils depuis tant de générations. Pour moi, je trouve ça absolument fantastique, c'est rassurant. C'est pour ça aussi que le patrimoine rassure aujourd'hui, qu'on a peut-être beaucoup de visiteurs. C'est peut-être pour ça que les entreprises familiales fonctionnent bien, parce qu'elles rassurent. On sait qu'il y a l'expérience d'une génération qui vient nourrir l'expérience de la suivante. On sait que la génération suivante veut un peu en découdre, parce qu'on imagine forcément qu'on sait mieux que ses parents, qui eux-mêmes, à leur époque, savaient mieux que leurs parents, etc. Mais il n'empêche que c'est positif. Merci beaucoup Christophe de Goulaine pour cette conclusion. C'est la fin de ce numéro de Tout Éco en partenariat avec Audencia. Merci à l'école de nous avoir accueillis dans ses locaux. Merci à toute l'équipe en régie, Annabelle, Bertrand, Nicolas, Glenn, et sur le plateau. Merci à Aurélie, Khadija et Dany. Tout Éco à retrouver sur notre antenne, sur notre site telenantes.com bien sûr, et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et à bientôt sur Télénantes. Le magazine Tout Éco vous a été présenté par l'école Audencia Nantes.